Non. Ah si, ça marche. Bien, bonjour à tous, ravi d'ouvrir les cycles de table ronde sur ce nouveau VAP Expo septembre 2017. On a autour de la table toutes les associations qui font la VAP en France, VAP du Cœur, FIVAP, EDUS et SOVAP. Donc on va faire un petit tour de table très rapidement, comme ça vous vous présenterez exactement l'association, les buts très rapides, qui vous êtes et votre rôle dans l'association. Comme ça permettra à tout le monde de fixer qui parle. L'objectif de cette table ronde, c'est de parler, pour planter le décor, de la réglementation sur la VAP dans les lieux publics et collectifs. Donc pour petit rappel, il y a une loi qui est sortie, un premier volet de la loi qui énonçait un certain nombre de principes, puis est sorti, je crois, au mois de mai, c'est ça, mois de mai, avril-mai, voilà, est sorti un décret qui précisait un certain nombre de choses sur le sujet, qui précisait exactement où on pouvait et où on ne pouvait pas vaper, et qui précisait éventuellement des contraventions aussi, selon les cas. Voilà. Donc, on fait d'abord le petit tour de table pour vous présenter. On commence par toi. Stéphane Napin-Théodorou, vice-président chargé des opérations de terrain de la VAP du Cœur. La VAP du Cœur est une association qui se positionne sur la réduction des risques. Nous récupérons du matériel de professionnels principalement et de particuliers que nous redistribuons gratuitement, principalement à des personnes qui ont des faibles revenus ou qui sont dans la précarité. Nous travaillons avec des CARUD, des XAPA ou des hôpitaux, et ça de manière très récurrente. Donc, bonjour à tous, merci Sébastien. Michael Amoudi, je suis aujourd'hui en charge de la relation avec les consommateurs à la FIVAP. La FIVAP est aujourd'hui une association qui représente un petit peu plus de 300 membres répartis sur tout le territoire français, avec aussi des impédances au CEN et à l'ISO. Et notre travail, nous, en tant que professionnels, c'est surtout de faire en sorte que le cadre du marché en fait, évolue le plus sereinement pour la profession et aussi plus sécuritairement dans notre giron pour le consommateur. Bonjour, Claude Bamberger, vice-président de l'EDUS. L'EDUS est une association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, donc des vapoteurs, pour d'une part défendre leurs droits, que ce soit vis-à-vis des autorités, des administrations, des commerçants, d'autre part promouvoir la qualité des produits, qui est un des droits des consommateurs, naturellement, et leur information sincère et complète. Bonjour. Bonjour, Nathalie Dunant. Moi, je suis secrétaire générale chez SOVAP. SOVAP, c'est une association qui est née à l'issue du premier sommet de la VAP et dont la vocation est de poursuivre, d'organiser ce sommet chaque année. À l'issue du premier sommet, s'est lancé un groupe de travail au niveau de la Direction générale de la santé qui permet maintenant à l'ensemble des associations qui sont autour de cette table de travailler en direct avec les autorités de santé et les grandes associations anti-tabac aussi et de réduction des risques. Voilà. Bien, merci à tous. Alors, pour commencer, et peut-être c'est toi, Claude, qui va prendre la parole, parce que l'EDUS a vraiment travaillé sur le sujet. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de poser les choses sur ce qui est autorisé et interdit, quelles sont les grandes lignes, et après ça nous permettra de faire un petit peu le tour des associations pour savoir comment les publics avec lesquels vous travaillez peuvent être impactés par ces points-là. Donc Claude, à toi la parole pour un petit exposé, on va dire. Ok, petit. Donc on va faire un tout petit rattrapage. Il y a une loi qui a été votée en 2014 avec quelques aventures qui a essayé d'aligner, ou aligner en partie, le vapotage et le tabagisme, sans fondement comme on le sait. À partir de là, c'est une loi. C'est la loi, mais ça ne s'applique pas, puisqu'il n'y a pas de conséquences à la respecter ou pas. Donc, un réglementaire est fabriqué pour donner les conditions en français précises d'application de la loi et les éventuelles pénalités à ne pas respecter ces conditions-là.
Donc on a travaillé depuis, Brice, je crois que c'était depuis septembre en réalité, mais disons novembre-décembre de l'année dernière, avec le ministère sur le sujet, sachant que c'est aussi une patate chaude un petit peu, puisque une loi qui est abusive, c'est s'exposer à des poursuites pour le ministère qui va faire la réglementation. Donc la réglementation a été travaillée et revue. Aujourd'hui, on aboutit à une version, on va dire, minimaliste, parce qu'elle doit quand même encore suivre un peu la loi tant que la loi n'est pas modifiée. Donc, on peut vapoter par défaut, partout, comme on peut manger des bananes partout, tant que ce partout, c'est l'espace ouvert, public, extérieur. Quand c'est un endroit qui peut être fermé, qui reçoit du public, ici par exemple. Recevoir du public, c'est recevoir des gens qui ne sont pas des employés de l'entreprise strictement. Quand c'est un endroit fermé qui reçoit que des employés, s'il y a 0 ou 1 poste de travail, c'est-à-dire un bureau individuel, un local de pause, un couloir dans l'absolu s'il est séparé du reste, il ne reste donc comme endroit où on ne peut pas vapoter des endroits, des pièces dans un bâtiment où il va y avoir plusieurs personnes qui travaillent de façon postée. Donc on va retrouver là-dedans des open space pour les bureaux, des ateliers pour les usines, certains environnements de travail collectifs dans la logistique aussi qu'on retrouve assez couramment. Et puis il va y avoir, à part, parce que ça c'est une liberté du législateur, l'intégralité des établissements scolaires qui ont pour but de recevoir des mineurs principalement. Donc quand on parle d'établissements scolaires des mineurs, c'est les collèges, c'est un très bon exemple, les écoles primaires, les collèges, les maternelles, les lycées qui sont exclusivement lycées. Après, les établissements supérieurs n'ont pas pour destination de recevoir des mineurs, ils reçoivent aussi des majeurs, et donc le problème ne se pose pas. Et puis il y a les moyens de transport, mais l'intérieur des moyens de transport collectifs, donc l'intérieur d'un wagon de train, pas le quai, pas la gare. Donc dans le wagon on ne peut pas vapoter, mais sur le quai on peut et dans la gare on peut. Même chose pour à l'intérieur d'un bus, mais pas à l'arrêt de bus. Donc ça, c'est la situation de la loi qu'on a obtenue aujourd'hui. Il nous reste effectivement quelques petits aménagements encore demandés. Alors au niveau, pour finir, tu vas garder le micro 2 secondes encore, il y a des contraventions pour les vapoteurs éventuellement qui ne respectent pas la loi et pour éventuellement les chefs d'établissement. Quelles sont les conditions de ces... Enfin, les entreprises et leurs mandataires, hein, pas les Oui. établissements. Alors, sur quoi faire? Alors, pour les vapoteurs, en théorie, pas enfreindre cette réglementation, quoique c'est un sujet. Pour les entreprises, alors l'obligation, ça me surprend toujours, mais semble être un peu mal comprise, l'obligation stricte pour les entreprises, c'est de prendre en compte ce nouveau texte dans leur règlement intérieur et de dire tiens, il y a une nouvelle loi qui s'applique que je dois faire respecter. Donc le texte c'est il est interdit de vapoter dans les pièces où il y a plusieurs personnes qui sont postées. Et il faut l'écrire en bas du bâtiment sur le règlement intérieur. Donc c'est un bullet point, c'est un texte, c'est pas des affiches, c'est pas c'est pas de la distribution de tracts. Hein. C'est rajouter une ligne sur un panneau qui est déjà obligatoire dans les entreprises. Sauf si, mais quoique c'est pas toxique de l'écrire, sauf si l'entreprise considère qu'elle reçoit en entier du public, ce qui peut arriver dans certains cas. Il y a des entreprises qui, même dans les bureaux, reçoivent des visiteurs, des clients, des choses comme ça, ou des partenaires. Donc ça, c'est l'obligation pour les entreprises. Elles doivent le respecter et le chef d'entreprise peut être verbalisé s'il n'a pas écrit c'est interdit ou c'est interdit sauf partout où on peut. Et là, il peut avoir une amende. Après, pour les vapoteurs, c'est un peu plus délicat. C'est que structurellement, d'après le texte de loi, ils peuvent être verbalisés pour avoir voté. Ça a un peu plus de sens dans un transport en commun, en particulier un train où la police peut intervenir.
Au travail, on ne connaît pas d'exemple, pour le coup, dans les analogies, où la police vient au travail pour verbaliser quelqu'un pour quelque chose d'ordinaire comme ça. Ce serait plutôt parce que c'est dans le règlement intérieur qu'il y a des sanctions disciplinaires. Donc il faut faire attention parce que la sanction n'est pas de la nature de vous payer 30 €, elle peut être un peu plus compliquée. Mais c'est la situation à l'heure actuelle, en se souvenant bien que pour ce plan de règlement intérieur, un règlement intérieur dans une entreprise doit être non discriminatoire, raisonné et proportionné. Donc il faut que ce soit justifié si ça dépasse le cadre de je l'interdis dans un local où il n'y a vraiment que des employés et plusieurs postes de travail. Ok, merci Claude pour cet exposé. Michael, je reviens vers toi pour la situation dans les boutiques, parce qu'on voit ce qui se passe dans certains pays, notamment au Québec. À un moment donné, pour être clair, il y a eu des frayeurs quand même au niveau de la FIVAP. Donc aujourd'hui, une boutique, c'est un espace de travail, mais qui reçoit du public. Donc, est-ce que vous considérez aujourd'hui à la FIVAP que définitivement, je dirais, les boutiques sont sanctuarisées, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun problème pour vapoter dans les boutiques? En fait, on n'a même pas besoin de considérer. Ça nous a tout simplement été validé par la Direction générale de la santé en disant la boutique qui reçoit du public n'est pas un lieu où vapoter est interdit. Point. Donc à partir de là, en fait, on est vraiment tranquille à ce sujet. Les magasins peuvent être sereins, ils peuvent continuer à faire tester leurs produits à leur public. Seul petit détail où ça commence à être un peu ambigu, c'est quand on se retrouve avec des boutiques en fait, qui ont des bureaux en bas. Et ces bureaux en bas, généralement, accueillent les salariés. Et si ces salariés sont plusieurs, eh bien, on a le droit de vapoter en haut, mais on n'a pas le droit de vapoter en bas. Parce que le client, en fait, dépasse pas la porte, ce qui est complètement absurde. Donc, malgré ces obligations d'affichage, qui sont déjà des obligations applicables pour d'autres choses, il y a cette espèce de paradoxe, en fait, où dans une boutique de vape, qui a des bureaux, on peut vapoter, et non. Toi, Stéphane, vous travaillez assez régulièrement dans des environnements de santé, même des hôpitaux. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Hôpital, espace public? Est-ce que sur le terrain, comment ça va se passer? On peut vapoter dans un hôpital? Alors nous, dans le cadre de nos opérations, on n'a pas de problème particulier parce que quand on programme une opération, ils vont me mettre ça dans un lieu où les gens justement pourront vapoter parce qu'on va leur faire tester du matériel, des liquides, de manière à pouvoir les équiper. Après, au niveau de la législation, il y a eu un groupe de travail là-dessus. Ça n'est pas encore finalisé, mais pour eux, dans les hôpitaux, il est question de bannir complètement le tabagisme et de faire des aménagements pour la vaporisation, que ce soit dans les chambres, dans certains autres lieux. On a travaillé là-dessus, notamment avec l'EDUS. Maintenant, ce n'est pas encore finalisé, donc on ne sait pas exactement les tenants, les aboutissants par rapport à ça. Normalement, a priori, il ne devrait plus y avoir de changement, quoi. Parce qu'on a un vrai problème, c'est-à-dire on entend souvent dire on va renvoyer finalement les vapoteurs avec les fumeurs. Donc est-ce qu'il y a un milieu entre cet extrême et des solutions alternatives pour justement pas renvoyer les vapoteurs avec les fumeurs? Alors un point qu'il faut toujours clarifier malheureusement, et je regrette, je vais faire ma représentation très temporaire de nos amis de DNF. Il y a quand même une loi en fait en France qui date de quand même quelques décennies sur la lutte contre le tabagisme. Donc il reste cette loi, elle n'a pas été changée. Donc il est formellement interdit par la loi et par la réglementation et avec des pénalités qui sont extrêmement graves. Là, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux que ce dont on parle pour le vapotage. On parle en milliers d'euros et voire des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin pour l'employeur, à la seule action d'inciter quelqu'un qui ne souhaite pas être en train de fumer à se rendre dans un local fumeur intérieur ou dans un espace fumeur extérieur qui serait dans l'entreprise. C'est-à-dire, il y a une cour privée avec un petit abri pour les fumeurs. Dire à un vapoteur d'y aller, c'est une faute de l'entreprise et qui peut avoir des conséquences extrêmement graves pour l'employeur. Ce qu'on oublie là, un petit peu étonnamment. Donc j'ai fait ma parenthèse DNF. L'autre point, c'est pour revenir sur l'hôpital.
C'est que l'hôpital, c'est comme un lieu qui reçoit du public. Il y a certains endroits qui ont des conditions très particulières. On va parler d'une salle où on fait des opérations, des choses comme ça. C'est normal. Et c'est comme dans une entreprise, c'est-à-dire dans un atelier où on manipule des machines, où il faut avoir ses 2 mains libres et faire bien attention parce qu'il peut y avoir des accidents. Ben, on ne va pas tenir sa vape à la main pendant qu'on bosse. Par contre, dans le local de pause, on va pouvoir vapoter. À l'hôpital, c'est la même chose. L'hôpital, c'est une forme d'entreprise, même si c'est un établissement public. Donc, ça s'applique de la même façon. Alors, autant on n'avait pas obtenu ce qui est une de nos demandes depuis le recours de l'EDUS contre la loi santé, c'est la signalétique positive plutôt que s'obstiner à mettre des grands signes interdits partout, parce qu'il commence à y en avoir un peu beaucoup pour plein de choses. C'est que la signalétique vapoteur bienvenue, qui est là et qu'on préconise aussi dans les établissements de convivialité, sera a priori adoptée dans les hôpitaux pour privilégier des endroits, parce que ça peut être plus sympa dans un hôpital de dire dans cette pièce-là ou dans cet espace de pause ou de café ou on va privilégier le vapotage, et puis à côté on va garder un endroit privilégié pour les gens qui veulent pas être à côté. Donc cette signalétique positive est a priori adoptée. Et puis reste qu'on défend les patients comme les employés des hôpitaux, et qui, au même titre que ce que je viens de dire pour les entreprises, la loi s'applique de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut leur interdire des choses si c'est raisonné et proportionné. Point barre. Et vraiment point barre. Même chose dans un magasin de vape, d'ailleurs. Donc clairement, quand même, ce qu'il faut bien indiquer et ce qu'on comprend dans cet exposé, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes obligations, interdictions que pour le tabac. Pas du tout. Malheureusement, on voit passer, il y a des fournisseurs pour les entreprises qui par exemple, vendent des panneaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une signalétique qui est absolument identique pour le tabac et pour le vapotage. Donc toi, Nathalie, tu as beaucoup travaillé sur ces sujets-là, sur toutes ces différences dans le cadre de Vaping Post, justement, sur les différences de lieux, etc. Comment tu ressens ça, toi, cette espèce d'amalgame? Parce que moi, c'est ce que j'entends, c'est ce qui remonte du terrain, c'est-à-dire, bon, ça y est, maintenant, c'est interdit de vapoter partout, comme avec le tabac. Donc, quelles sont... Claude indique ces solutions d'un affichage positif. Comment on peut faire passer ces messages-là pour malgré tout dire non, c'est pas tout à fait quand même comme le tabac. Il faut pas faire cet amalgame. Eh bien, ça va par de l'information. C'est pas facile, parce qu'une fois que tu as les panneaux partout, il faudrait les faire enlever. Enfin, c'est ce que les gens vont penser si c'est affiché partout comme ça. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra mener des actions visibles, que ce soit en justice ou autre, pour qu'on en parle vraiment. Mais aujourd'hui, il y a de l'abus de ce côté-là. Il y a les éditions Tissot, là, je regardais leur site l'autre jour. C'est un scandale ce qu'ils écrivent, c'est pas du tout la loi. Ils font comme si tout c'était interdit au même titre que le tabac. Donc ça, c'est une question délicate sur laquelle il va falloir qu'on travaille tous. Ouais. Oui, sur laquelle il faut travailler. Si je peux, effectivement, alors juste un rappel avec ma casquette DNF temporaire. Il y a effectivement deux types de signalétiques qui n'ont aucune légitimité qu'on a vu apparaître. La légitimité, la loi, ce qu'elle dit, c'est un bullet point à la fin du règlement qui est affiché en bas des bâtiments. Pas d'affiche, c'est pas la loi. Ça, je rajoute des choses en plus de la loi pour communiquer. Le premier point, c'est que donc, les signalétiques vapotage interdit avec un grand signe barré, elles n'ont pas de légitimité. On a le droit de faire des dessins sur les murs dans une entreprise, mais ce n'est que ça. Le deuxième point, c'est que par contre, la signalétique avec la cigarette barrée, le appelé tabac info service, et qui rajoute quoi que ce soit là-dessus, ça c'est illégal en fait. C'est illégal à cause de la loi E20. La signalétique de l'interdiction de fumer, et pour des raisons très importantes en fait, il ne faut pas le négliger, ne doit en aucun cas être modifié, altéré, changé. Il y a un modèle, il y a des codes couleurs, rien ne doit être changé. Et petit rappel quand même sur pourquoi c'est différent, parce que c'est vrai, on en vient à oublier en tant que vapoteur, on est là, ouais, on n'est pas d'accord, c'est pas pareil.
Pourquoi le vapotage est interdit? Pourquoi le tabagisme est interdit? Le tabagisme dans certains lieux publics est interdit à cause de dangers sanitaires. C'est un argument de santé, c'est pour ça que d'ailleurs que le ministère de la Santé le suit. Le vapotage, le seul point qui a été retenu par les autorités et relativement haut dans les hiérarchies des autorités de droit, c'est une gêne potentielle sur des gens. Donc un trouble de l'ordre public qui pourrait être occasionné par le vapotage dans des espaces confinés où des gens peuvent être obligés d'être à plusieurs pendant longtemps. Effectivement, je suis dans un petit cagibi avec un vapoteur. Moi, j'aime pas son banane Melba. Ça m'embête parce que je suis obligé de rester, lui aussi, et on est coincé dans le cagibi. C'est la seule chose qui soit opérante dans la loi aujourd'hui. Et c'est un avis qui a été donné par plusieurs autorités successives là-dessus. Il n'y a absolument aucun argument sanitaire, de risque ou comme ça. C'est juste une histoire de confort des gens qui sont coincés dans un endroit. Alors, si je peux rebondir sur ce que vient de dire Claude, il y a une étude qui vient de paraître aux États-Unis qui est signée par l'institut qui est responsable de la qualité de l'air, c'est tout à fait officiel, qui vient de reconnaître tout à fait officiellement qu'il n'y a aucun danger, il n'y a aucune molécule, aucune particule fine qui sont relâchées par le vapotage et que donc le vapotage passif n'existe absolument pas. Même dans des conditions un peu extrêmes, ils ont fait des mesures, bien sûr, dans des boutiques dans des boutiques de vape. Ils ont fait des mesures aussi dans des endroits comme ça, où il y a beaucoup de vapeur. Et ils sont très clairs, il n'y a aucun vapotage passif. Donc au plus les données scientifiques vont s'accumuler comme ça, au plus, si on lance des actions, eh bien, on aura des arguments pour faire valoir la bonne application correcte de la loi. Oui, cette étude a été faite en Californie, on peut le souligner, qui est extrêmement anti-vapotage. Oui, et le plus sévère sur la qualité de l'air. Voilà. Très bien. Je pense qu'on a pas mal fait le tour du sujet. Est-ce que dans le public, il y a des questions précises sur tous ces sujets? Je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a un micro qui tourne dans le public ou pas? Je vais donner le mien. Bonjour. Y a-t-il quelque chose de prévu pour le mois sans tabac? Alors là, c'est un autre sujet. Je voulais faire justement un petit tour sur cette question du vapotage dans les lieux publics et collectifs, savoir s'il y a des questions là-dessus. Et effectivement, après, comme on a un petit peu le temps, l'idée, ça sera peut-être d'aborder justement ce mois sans tabac qui arrive. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les lieux collectifs? Voilà. Alors, il y en a là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Je rebondis sur ce que disait Claude. Le fait de vapoter avec des gens à côté qui pourraient te déranger ou mettre mal à l'aise dans un espace confiné pendant plusieurs heures ou au travail, etc. Est-ce que vous ne trouvez pas ça aussi ridicule que péter à côté des autres? Dans ce cas-là, il faudrait verbaliser ça aussi. C'est ce que je pense en tout cas. Merci. Ça l'est sur le principe. Voilà, après, je me permets de répondre. Ça l'est sur le principe. Après, il y a des questions de savoir-vivre. Je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est vrai que le matin, au bureau, moi j'ai une petite entreprise. Les salariés mangent dans la grande pièce, sur un espace dédié, mais mangent dans la grande pièce. Parfois, il y a quelques odeurs. Et effectivement, on peut se dire qu'à 9h du matin, manger une choucroute au milieu de tout le monde, ça ne va pas être agréable pour tout le monde. Voilà. Donc après, la limite, elle est là et c'est du savoir-vivre. Je pense que c'est... Oui, pardon. Je pense que c'est une question de civisme, en fait. C'est surtout ça, en fait. Hein. Quand tu es en train de bouffer ta côte de bœuf et que tu as envie d'être peinard, tu n'as pas envie de sentir un banane custard à côté, forcément. Donc c'est vrai que ça peut être gênant. Sinon, pour répondre à ta question, je pense qu'il faudra interdire le cassoulet, comme disait mon collègue. Oui, bonjour Patrick Favrel. Deux remarques et deux interpellations. La première, serait sur la mise en application d'une loi ou d'interdiction à la con.
ça ne va pas être aussi facile qu'on le pense. Pour exemple, je suis à l'hôpital Paul Brousse, je travaille avec les gens du service addicto, qui est dirigé par M. Paul Reynaud. Ça fait 2 ans et demi que je bataille sur un truc qui retire son putain d'écriteau, où il y a interdiction de fumer et interdiction de vapoter au sein de l'établissement. D'accord ? Je ne l'ai toujours pas obtenu. Je parle au niveau du service Albatros. D'accord ? Je ne l'ai toujours pas obtenu et le prétexte, c'est les services administratifs et c'est difficile. Le deuxième point, c'est plus par rapport donc à la vape du cœur. Moi, je suis transplanté depuis quelques années maintenant. Et dans les discussions que j'ai pu avoir avec les coordinateurs de transplantation, tout organe confondu, le problème qui se pose, c'est que amener des gens à la transplantation alors qu'ils continuent à fumer est un vrai problème qui pose un problème de durée de vie, non seulement du greffon, mais de la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, tous les services de transplantation et les services de cancer devraient être en fait des partisans et des alliés de la vape. Et ça, je pense que c'est vraiment important à mettre en avant, et pas seulement avec la vape du cœur. Je pense que c'est vraiment toutes les assos qui doivent militer dans ce sens. Juste une réponse rapide pour les problèmes locaux d'un hôpital bien particulier. Ils vont recevoir un courrier avec un livret à l'administration, entre autres, pas forcément tous les départements de médecins, pour clarifier ces positions-là et en particulier les autorisations de vapoter, comme on vient d'exposer, dans tous les endroits où il y a du public, hein. Sauf cas très particuliers, mais on n'est pas du tout sur un bâtiment entier. Et le rappel, je fais l'allusion parce que ce sera dedans, mais plutôt dans les préconisations de l'importance, on revient à la lutte contre le tabagisme, mais de l'importance dans un univers hospitalier de sensibiliser les gens qui vont subir une intervention ou qui ont un accident quelconque, hein, de l'importance d'arrêter de fumer au moins dans la période. Alors, pour les greffés, c'est un sujet qui dure longtemps, mais pour les gens qui ont un accident, une petite intervention, au moins pendant plusieurs semaines avant et plusieurs semaines après, ils auront une sensibilisation avant d'aller à l'hôpital, pendant qu'ils sont à l'hôpital et après l'hôpital, qui incorporera, entre autres, le vapotage comme une alternative importante et tout à fait possible et recommandée. Le point tout à l'heure a été fait sur les transports en commun, où la loi prévoit l'interdiction dans les transports en commun. Or, quand Marisol Touraine avait saisi le Conseil d'État pour préparer la loi santé, le Conseil d'État avait dit que c'était discriminatoire d'interdire aux vapoteurs l'accès au train. Si la SNCF voulait le faire, il fallait créer un wagon vapoteur. Donc aujourd'hui, le ministère de la Santé, du moins la loi, s'est substitué à l'avis du Conseil d'État. Que risque donc la loi sur ce point si le Conseil d'État s'en remet à nouveau ? Allez, Michael, elle est pour toi celle-là. Alors, Michael Avoudi va te répondre. Bonne question. Nathalie, non, mais c'est une très bonne question. C'est une question, sincèrement, sur laquelle je ne me suis absolument pas penché. Donc, merci de l'évoquer, Brice, et je la retiens avec beaucoup d'attention. Et on va travailler dessus, je pense, tous ensemble, pour voir comment on peut avancer là-dessus. Maintenant, je voudrais juste préciser quelque chose vis-à-vis de ta question, parce qu'aujourd'hui, je représente quand même les professionnels. Et je voudrais juste que, là, on a des consommateurs, des personnes scientifiques. Vous imaginez qu'en tant que professionnel, c'est compliqué de dire au gouvernement laissez tout le monde vapoter, on va faire plein de fric, c'est génial. On est des pros, on est là pour faire du business. Donc il faut aussi garder chacun sa place. Ouais, mais c'est un business qui peut aider la santé publique, ça c'est une bonne chose. Pour revenir sur la loi et je pense rebondir sur la question sur les pétomanes en KGB, c'est une question importante en fait. C'est pas parce qu'on a travaillé avec le ministère sur l'évolution de la réglementation qu'on est d'accord avec. C'est juste que c'est mieux que d'être vraiment contre des choses qui sont inacceptables. Ça ne veut pas dire que c'est légitime et que ça tiendra très longtemps face à un procès. Donc, le point, c'est d'une part quand même de rappeler
de rester raisonnable hein, quand on est dans un KGB ou dans un bus où on est les uns sur les autres, de rester aussi raisonnable à pas déranger les autres. Mais c'est vrai aussi pour la musique, les bébés qui pleurent et tout ça. L'autre point, c'est pas discriminatoire sur les vapoteurs en tant que tels, mais c'est sur quelque chose qui ne présente pas de risque. La solidité de ce texte de loi est extrêmement faible si un jour un officier d'ordre public s'aventure à l'appliquer. Et effectivement, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, il y aura des QPC et c'est assez évident puisque on est tellement à la limite de l'abusif et que ça a été argumenté en particulier dans le transport en commun par l'association des transporteurs qui trouvait ça fatigant de mettre des inscriptions différenciées. Effectivement, ça fait partie des lois de la République qui sont assez fragiles des fois qu'on les applique. Donc ça, c'est un débat très très juridique aussi, hein, de savoir si l'avis du Conseil d'État est supérieur à la loi. Il avait été rendu alors que la loi n'existait pas, donc c'est vrai qu'il n'y aurait que des QPC qui permettraient de trancher la question. On peut quand même dire aussi que, enfin, je ne cherche pas à défendre ça, hein, mais on n'a pas le droit d'utiliser son téléphone aussi dans le train, théoriquement. Dans le TGV, par exemple, on vous demande d'aller téléphoner entre les wagons, quoi. Donc c'est peut-être de cette nature-là. Peut-être ce qui pourrait être obtenu, c'est d'aller vapoter entre les wagons, au bar, au bar quand il y en a dans les trains dans lesquels il y en a, qui correspondent aussi à des trajets plus longs, où on a peut-être plus envie de vapoter. Oui, et c'est du réglementaire SNCF et pas de la loi. C'est pour ça que je dis que la loi est fragile en fait. Parce qu'elle légifère sur des domaines qui sont du réglementaire de l'entreprise et de façon générique et brutale. Ce qui se défend très très peu, on voit les cas d'espèces, c'est à chaque transporteur de regarder si dans son transport il peut allouer un wagon au vapoteur, dire que sur les passerelles on peut vapoter, et puis de se souvenir, parce que c'est le point dans les entreprises, que tout réglementaire doit être raisonné, proportionné, donc ça veut dire qu'il ne doit pas faire d'excès. Et donc on retrouve le cas, par exemple, on ne peut pas interdire de vapoter dans un endroit où on autorise de téléphoner ou d'écouter de la musique ou de manger des plats chauds. Dans une entreprise, c'est le cas, par exemple. Bonjour. Moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris pour les restaurants. Donc, j'ai cru savoir que c'était en France, donc c'est OK de vapoter dans les restaurants. Maintenant, c'est aussi un lieu où qui accueille des places de travail. C'est un lieu public. C'est un lieu qui accueille du public. Et c'est vraiment l'accueil du public qui fait la différence. D'accord. Tout à fait. Autre chose, est-ce que vous savez ce qu'il en est pour les autres pays en Europe, genre l'Italie ou l'Allemagne, pour la vape en public? Parce qu'en Suisse, on est encore loin de tout ça, mais pour les autres, vous savez? On sait peut-être, mais avec parcimonie, et puis si on se lance dans un exposé sur tout ce qui se passe en Europe, les législations sont un petit peu différentes pays par pays. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas creuser spécialement le sujet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, le cheminement de tout ça, malgré tout, ça a été pas mal d'échanges. Avec le premier sommet de la vape en 2016, s'est créé tout de suite à la suite un groupe de travail vapotage. Et on peut le dire, hein, clairement, le décret qui a été écrit tel qu'il a été écrit, il a été partagé. Il a été partagé aux associations. Les associations ont pu donner leur avis. Alors, ce n'est pas les associations qui ont dicté les décrets, mais en tout cas, au fur et à mesure de l'évolution du texte, on l'a vu passer. On peut dire clairement que le rôle des associations a été quand même assez majeur dans le fait que ce ne soit pas aussi restrictif que ce qu'on avait pu l'imaginer. En tout cas pour les DUS, on a été sollicité pour faire des amendements à la proposition de texte. Il y a quelques points qui ont été pris, d'autres qui n'ont pas été pris. Il faut se souvenir que la position de l'administration est quand même assez positive dans ce cas-là et était contrainte par la loi. En fait, c'est un peu compliqué de vraiment effacer toute une loi, même si on pense qu'elle est infondée. C'était plutôt la position de l'administration. Donc il y a eu des amendements qui ont été faits, il y a eu des amendements qui n'ont pas été pris en compte, en particulier la signalisation positive qu'on défendait, pour des raisons de l'administration, mais des fois aussi de pratiques juridiques, d'autorités qui disent oui, mais c'est pas l'usage ou non, on n'est pas trop d'accord, donc on va revenir à un texte classique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand le texte est sorti,
tu te faisais le représentant de DNF sur certains points tout à l'heure. Quand le texte est sorti, il n'a pas réjoui tout le monde, hein. Il y a vraiment des anti-vapotages qui ont rué dans les brancards parce qu'ils voulaient vraiment une réglementation qui était absolument calquée sur le tabac. Alors la réalité, c'est qu'effectivement, c'est juridiquement impossible, puisqu'il n'y a pas les mêmes effets sanitaires. Les fondements ne sont pas du tout les mêmes. Vas-y, précise. Non, mais il y a tout un historique. Alors peut-être une piste pour les autres pays, mais il faut savoir que il y a une question en fait qui est derrière. On a l'air de parler, nous, on veut sortir d'un amalgame qui n'a aucun sens, celui avec le tabac. Mais il y a une réglementation sur le tabac que certains défendent, ce qui est le cas de DNF. Et ce qui est le cas de l'administration. Et la réglementation qui s'applique aux fumeurs est extrêmement violente en France et plus dure que dans beaucoup d'autres pays, en fait. Et l'administration et ses associations sont très remontées pour défendre cette réglementation contre le tabagisme. Et DNF, c'est un cas un peu particulier, puisque DNF a commencé à lutter contre le tabagisme pour d'autres raisons que les dangers. Leur but, leur combat initial n'était pas contre les dangers du tabagisme, il était contre le tabagisme tout court. Ça nous gêne que les gens fument, nous on fume pas. Et donc ils continuent le même sur le vapotage. Ensuite, il faut garder en tête aussi, je vais apporter quand même la touche professionnelle, que la vape, ça fait 10 ans qu'elle est en France. Et pour qu'on arrive à des choses qui soient plus ou moins assouplies de la sorte, même si elles ne nous plaisent pas, c'est aussi parce que derrière, on fait régulièrement des analyses sur les produits, qu'on donne régulièrement justement des retours au niveau de la fabrication, ce qui permet d'étayer ensuite les propos aussi consommation. Oui, bonjour. Nathalie, je te pose cette question, parce qu'en fait, c'est toi qui as parlé de la typographie bien spécifique de l'interdiction de vapoter. Moi, dans mon entreprise, elle a été mise en place. Il a fallu que je les prévienne qu'il fallait un affichage. Je sais qu'ils m'ont dit que je risquais une amende, mais je leur ai dit que leur amende était un petit peu plus supérieure s'il n'y avait pas cet affichage. Donc voilà, ils l'ont mis. Donc il y a en plus marqué que j'ai pas le droit de vapoter dans les transports publics, les lieux accueillant des enfants, alors que je travaille dans une concession automobile. Donc c'est bien, j'ai tout le pavé, je suis au courant. Par contre, il y a marqué, effectivement, plus d'infos, contacter Tabac Info Service. Donc tu dis qu'il y a une affiche réglementaire bien spécifique pour afficher, en fait, indépendante de la typographie interdiction de fumer. Où est-ce qu'on peut la trouver, en fait, savoir exactement quelle est l'affiche réglementaire pour les entreprises? J'ai pas dit ça. Non. Ah, excuse-moi, alors. Il n'y a pas vraiment d'affichage bien spécifique. C'était Claude qui a dit Claude, que la seule obligation était la mention sur le règlement intérieur de la réglementation sur le vapotage dans les lieux publics. Et notamment l'interdiction de vapoter dans les lieux fermés qui n'accueillent pas de public, finalement. D'accord, mais après, l'affichage est libre. Il faut juste qu'il y ait le numéro d'écran en dessous, c'est tout. En fait, la loi, c'est qu'en bas de chaque bâtiment, il doit y avoir une affiche qui rappelle des choses beaucoup plus larges du règlement intérieur. Et il doit y avoir un bullet points de plus qui décline la réglementation concernant le vapotage pour l'entreprise. Chaque entreprise est un peu différente. Mika en parlait dans un magasin de vape, c'est pas pareil qu'une concession. Mais ça doit être mis, par exemple, bullet points. La loi interdit de vapoter dans l'atelier. Point. Mais... Non. La pancarte est un abus d'affichage, en fait. Oui, tout le reste, c'est dessiné sur les murs. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, mais quand même, on a le droit dans les entreprises. Mais il n'y a aucun affichage à mettre dans les locaux spécifiquement. C'est juste en bas du bâtiment à écrire avec le reste du règlement intérieur. Il est interdit de harceler les gens. Il est interdit de faire ceci, cela. C'est normal. Et c'est juste un bullet points de plus. Il est interdit de vapoter dans l'atelier et on peut rajouter, par exemple, il est possible de vapoter dans la salle de pause. Voilà, c'est tout ce qui est obligatoire. Le reste, c'est fantaisiste. Donc, très clairement, ce que vous expliquez, c'est que c'est du zèle. C'est vraiment du zèle, le fait d'afficher ces panneaux-là. Et moi j'inviterais vraiment
tout le monde, les vapoteurs qui sont en situation en entreprise, à faire le point, en discuter avec le chef d'entreprise, avec les ressources humaines, et puis les documenter. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a cette espèce d'amalgame qui est créée. On voit ces vendeurs de panneaux intérieurs dans les entreprises qui vendent ces panneaux à double effet, interdit de fumer, interdit de vapoter. Or, on ne va pas dire que c'est illégal, mais c'est du zèle. Donc, ils vendent des panneaux. Mais du coup, ça crée cet amalgame. Et vous, ce que vous pouvez faire en tant que vapoteur, même pour votre propre personne, à un moment donné, c'est de vraiment faire le point sur votre situation, d'aller voir le chef d'entreprise, d'aller voir les ressources humaines, d'en discuter. Et ça va un petit peu éduquer, déléguer du personnel aussi, et les médecine du travail, syndicats, etc. Enfin, il ne faut pas hésiter à en parler et dire attention, non, c'est pas aussi simple que ça pour vraiment amener le sujet et changer ce qui se passe, c'est-à-dire cet amalgame qui est fait parce qu'on entend un petit peu aujourd'hui, moi on me dit ah bah c'est bon là, ça va être exactement pareil que le tabac dans quelques jours. C'est l'effet qui se coule. C'est l'effet qui se coule des anti-vapoteurs, c'est clair. Deux remarques. Au niveau international, puisque c'était une question qui était posée, il semblerait qu'il y ait des compagnies aériennes, notamment américaines, qui, sur des longs courriers, envisagent en fait qu'il y ait un espace réservé à la vape. Donc ça, c'est un point qui me semble vraiment important à souligner. Le deuxième point, c'est, comment je vais appeler ça, de l'empathie du vapotage dans des réunions de travail. Alors moi, je travaille par exemple avec des structures de réduction des risques, où la question se pose. Et je me suis rendu compte qu'avec le matériel que j'ai et que j'utilise personnellement tout seul, ça passe plus difficilement quand je suis en groupe. Donc en très clair, j'ai maintenant 3 dispositifs et en fonction des réunions dans lesquelles je suis, je sors le bon dispositif. Entre parenthèses, j'ai toujours vapoté avec les tutelles, que ce soit Santé publique France ou la DGS par exemple. Allez, on va faire une dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Bonjour, donc si je comprends bien, on peut vapoter dans les bars, les restaurants, les boîtes de nuit. Tout à fait. C'est une fenêtre de tir extraordinaire pour le développement de la vape. Dans Paris, le nombre de bars de nuit qui ont des problèmes parce que les gens vont fumer dehors et ça occasionne des nuisances sonores. Les gens se plaignent. Si ces bars de nuit se mettent demain à avoir des cigarettes électroniques en vente, comme ils le font déjà pour le tabac, la plupart sont déjà des revendeurs de tabac, c'est gagné. La vape va prendre un essor phénoménal. Donc cette loi est la loi la plus importante que l'on peut connaître. C'est un puissant accélérateur. Maintenant, il faut la faire connaître auprès des organisations représentatives des bars, des discothèques, etc. Il faut qu'il y ait des informations dans les magazines spécialisés. Et là, on est sur un accélérateur puissant. On peut faire une dernière question là-bas. Merci. Oui, donc j'ai bien entendu à propos de l'ouverture donc sur les lieux comme les restaurants, etc. Mais est-ce qu'un chef d'entreprise, un restaurateur, peut prendre une initiative personnelle en disant c'est mon établissement et dans mon établissement on ne va pas? On n'est pas d'accord. Alors, on n'est pas d'accord, mais c'est bien. Alors, Claude et Nathalie ne sont pas d'accord, donc on va laisser la parole à Nathalie et à Claude pour ce débat. Donc, moi, je pense qu'ils... Oui, moi, je pense qu'ils peuvent interdire localement, en tout cas, pas souhaiter qu'on vapote dans les lieux. Au même titre, dans une boutique, on vous demande de ne pas manger pour ne pas salir les vêtements. Et je me dis que si on a des cafés qui le permettent et d'autres qui ne le permettent pas, on n'est pas complètement perdant, à condition que certains continuent, bien sûr, à le faire. Non, alors bien évidemment, c'est pas dangereux. Donc, ce n'est pas le rôle de la loi que de le faire, puisque la loi ne peut s'appliquer que pour protéger quelqu'un d'une nocivité des autres.
Alors, c'est un sujet extrêmement délicat en soi. C'est-à-dire que je rejoins Nathalie quand même sur le côté. Quelqu'un dans un restaurant pourrait dire, moi, mon restaurant, j'aime bien que les gens ils soient sérieux, pas trop faire de bruit, pas trop vapoter. Il a le droit de le souhaiter. Après, c'est un commerce, c'est un lieu public. Et voilà, c'est-à-dire que beaucoup de commerçants pensent que leur commerce c'est privé, ça leur appartient, ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est pas la loi en France. Donc, ils peuvent le justifier, par exemple, si ça dérangeait. C'est-à-dire qu'on peut demander à qui que ce soit, hein, quelqu'un qui va être bruyant, qui va être ivre, qui va faire le bazar dans un restaurant, on peut lui demander parce qu'il perturbe l'ordre public dans le restaurant, comme il le ferait dans la rue. Néanmoins, on ne peut pas le faire réglementairement. Et ce serait même un abus de droit, en l'occurrence réglementairement. Et on va clôturer cette table ronde. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre temps passé. Et puis, comme je le fais chaque année... Ah, pardon ? Alors, le mois sans tabac. Bon, on va faire un petit tour de table rapidement sur le mois sans tabac. Alors, juste pour planter le décor, le mois sans tabac va être lancé début octobre. A priori, il devrait y avoir une conférence de presse de la ministre qui va lancer le mois sans tabac. Et puis ensuite, va partir la communication sur le mois sans tabac. Aujourd'hui, moi personnellement, je ne suis pas dans les petits papiers et on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans le contenu du mois sans tabac. On nous dit que ça devrait être un progrès. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'informations. Alors, est-ce que... alors, moi, j'ai envie de poser la question à Mickaël. C'est-à-dire que l'an dernier, le mois sans tabac... Non, mais on va être franco. Le mois sans tabac, l'an dernier, il y avait eu des retours sur le contenu. On n'était pas satisfait sur la vape. Il y a peu de chances qu'on en soit vraiment satisfait cette année non plus, surtout quand on voit ce qu'a fait le Stop-Over. Mais la réalité, c'est que... Clairement, le mois sans tabac a créé un énorme appel d'air dans les boutiques. Ça, tu peux nous le confirmer, Mickaël ? Ça a été un énorme appel d'air. Ça a été un développement sur cette période de plus de 30% de chiffre d'affaires pour énormément de commerces, ce qui n'est pas négligeable. Après, pour répondre à cette question du mois sans tabac comprenant la vape cette année, ma première réponse sera brève, ce sera Joker. Ma deuxième, c'est que ça ne peut pas être pire que l'année dernière. Alors... Pour le coup, on a été invité à la coordination du mois sans tabac pour représenter les utilisateurs, comme beaucoup d'associations représentent les différentes parties prenantes. Donc déjà, ça veut dire que le vapotage et les vapoteurs sont vus comme une force positive pour le mois sans tabac. Il faut quand même noter, alors c'est des grandes réunions, hein, il y a une cinquantaine de personnes, mais beaucoup de gens qui sont des acteurs majeurs du mois sans tabac ont présenté le vapotage comme une des armes. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que la vape contre le tabagisme, mais comme une des armes importantes et sur laquelle ils veulent mettre plus l'accent pendant le mois sans tabac cette année. D'autre part, comme l'année dernière, l'EDUS a été invité par plusieurs structures médicales à venir participer, à venir présenter la vape, qui sera visiblement quand même un peu plus intégrée que l'année dernière. Hein. On l'a fait aussi l'année dernière dans des hôpitaux, à présenter le vapotage au personnel de l'hôpital dans des cadres officiels du mois sans tabac. Ce sera un peu plus cette année, je pense. Alors sur le mois sans tabac, à la fin du sommet de la vape, clairement les autorités de santé, le DGS avait dit qu'il voulait qu'elle soit beaucoup plus intégrée cette année et qu'il y ait des directions qui soient données dans ce sens. Alors on ne sait pas encore aujourd'hui, on voit que l'EDUS travaille sur le sujet avec le comité de coordination. Ce qu'on peut dire aussi l'année dernière, et probablement c'est à minima la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez, dans les boutiques, doivent pouvoir afficher la publicité, la promotion du mois sans tabac. Par contre, ce qui est rigoureusement interdit, c'est d'utiliser le mois sans tabac comme support de publicité. Donc vous n'avez pas le droit de mettre le nom de votre boutique sur l'affiche mois sans tabac, on participe au mois sans tabac, venez acheter chez nous. Ça sera interdit. Par contre, vous avez toute la liberté d'utiliser les kits et la communication du mois sans tabac sans la déformer en vecteur publicitaire. Ce qui est clair, c'est que, notamment avec Tabac Info Service, on a quand même changé de braquet. On est passé du dénigrement
ourdi a aujourd'hui une prise de conscience quand même réelle du vapotage. Donc évidemment, il reste encore du travail à faire, encore une fois, surtout quand on regarde ce qui se passe au Royaume-Uni, mais on progresse et on va dans le bon sens. Donc moi, si j'ai vraiment un message à adresser aussi bien aux vapoteurs qu'aux professionnels, c'est jouons le jeu, profitons de cet appel d'air, soyons positifs. Il sera toujours temps de tirer des bilans après, mais je pense que c'est vraiment un appel d'air qui est important. Ne pas oublier qu'on travaille, entre guillemets, parce que tout le monde n'est pas forcément dans le travail, notamment dans les associations. On milite pour les fumeurs, pour aider les gens. Voilà. Donc l'idée, c'est d'y aller, d'être volontaire, d'être positif. Et puis on tirera les bilans, on dira, voilà, c'était bien, c'était pas bien. Mais en tout cas, de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il devrait y avoir un vrai progrès notable sur cette année. Donc on attend avec impatience les communications officielles. Voilà. Stéphane ? Je rajouterais juste, si tu le permets, Sébastien, en fait, au niveau du moisson tabac, l'année dernière, la Vape du Cœur, on a déjà travaillé sur le terrain à la demande du RESPAD. Cette année, d'ores et déjà, tous nos partenaires commencent à nous demander à planifier des opérations. Cette semaine, nous allons avoir 2 réunions différentes là-dessus pour préparer justement ce moisson tabac. Et on y répondra dans la mesure de nos possibilités, notamment au niveau des moyens humains. Mais on est d'ores et déjà intégré dans cette opération. On a demandé à être partenaire de l'opération moisson tabac. Bon, on va terminer là-dessus. Je vais juste préciser le fait pour les boutiques. Effectivement, vous pouvez vraiment afficher le mois sans tabac avec certaines conditions, mais c'est un outil de crédibilité. Hein. C'est-à-dire que dire aux gens entrez, mois sans tabac, c'est vraiment un outil qui vous donne encore plus de crédibilité. Voilà, c'est touchy sur certaines choses, mais c'est de toute façon c'est positif. C'est vraiment un appel d'air, quoi. Voilà. Bon, à nouveau, merci. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir passé votre temps. Et comme je le fais chaque année, merci pour tout le temps que vous passez toute l'année. Et je le vois parce que je pense que tous les 4, comme je le disais tout à l'heure à Patrick qui est là, il m'arrive de vous envoyer des messages parfois à 2 h du matin et j'ai des réponses parfois immédiates. Donc il y a un énorme travail qui se fait au niveau des associations et vraiment merci à vous. Voilà.